Bonjour à toutes et tous et j'espère que vous allez bien après ce repas bien mérité. Je voudrais déjà commencer par remercier Sophie et la tribune qui m'ont autorisé à changer de costume, puisque vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, pour animer cette table ronde qui, j'espère, va enflammer le Parc des Princes. En tout cas, on va essayer tous ensemble, sur santé, les femmes au cœur de la mêlée. Merci à vous tous de vous être rejoints à nous. Je ne sais pas ceux qui ont participé dès ce matin, mais moi, personnellement, l'ensemble des débats de ce matin m'ont donné une énergie positive pour les mois à venir. Merci aussi à Sarah et Nadia. J'ai eu l'occasion de réécouter leur podcast et on s'aperçoit que ce soit le sport, la santé, la diversité, l'inclusion, les femmes et les hommes avec un grand H, eh bien tout ça, c'est lié. Et d'ailleurs, un petit message personnel, merci à tous ces hommes qui sont là aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire de la diversité et de l'inclusion, peu importe le domaine, sans vous. À 16 ans, je voulais être chirurgienne en Afrique. À 52 ans, je suis à la tête d'un acteur majeur de la santé en France, car en fait, je suis aussi responsable d'une partie de l'Afrique, de la Belgique et du Luxembourg. Et je suis donc General Electric Healthcare. On est basé à Buc avec 2800 personnes. Avec courage, depuis ma toute petite enfance, j'ai avancé dans un monde d'hommes. Les embûches, elles ont été nombreuses et on va pouvoir voir que dans la santé, il y en a aussi un grand nombre. Mais par contre, j'avais un challenge, c'était toujours garder l'humain au centre et aussi vraiment relever les challenges en commun. Et on va voir durant cette table que c'est le point commun de la santé. Et c'est ce qui fait que cette table, en fait, elle est extrêmement diverse, avec des industriels, des médecins et aussi des personnes qui gèrent les hôpitaux dont nous avons eu tant besoin. Comme vous l'avez compris, santé et économie sont mes aires de jeu, même si le week-end, je suis plutôt sur une carrière avec un cheval. Et j'ai une particularité, en fait. J'ai été élevée par un papa, d'ailleurs, auquel je pense aujourd'hui très fort, et une autre aussi. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi très contente d'avoir Florence à cette table ronde. C'est qu'en 95, je prends la direction de Medtronic France et j'ai été une femme dans un monde d'hommes. Et là, l'ensemble des employés, à ce moment-là, me disent « Laurence, il faut que tu nous aides. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour avoir plus de femmes à ton niveau? Comment on peut y arriver ?» Et c'est depuis ce moment-là où je peux dire que la diversité, l'inclusion, c'est devenu aussi une de mes batailles. Donc, je sais qu'on est là, tous, pour ce sujet, aujourd'hui. Et si j'ai un message, et je finirai par celui-ci, comment est-ce que l'on peut faire pour qu'on n'ait pas besoin, quand on est une femme, d'être élevée par un père, ou de faire 1m80, comme vous aviez remarqué, ou d'avoir pris beaucoup de coups, juste que pour tous et tous, on puisse trouver notre place, évidemment dans la santé, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais qu'on puisse avoir une vraie diversité, on en a parlé ce matin, une vraie inclusion, et qu'on ne soit pas toujours dans la bataille. Et je pense que ça va être l'ensemble des sujets que l'on va aborder maintenant. Alors, la santé, les femmes au cœur de la mêlée. Alors, quelques règles simples, on va essayer d'être direct, de faire des réponses rapides, de se passer la balle, hein, puisqu'on est quand même au Parc des Princes, avec honnêteté et transparence. Nous accueillons donc Emmanuelle Berthelot, comme on l'a vu, qui est cardiologue, adjointe au chef du service au CHU de Bicêtre. Et vous faites partie de la fondation Cœur et Recherche, qui est là aussi aujourd'hui. Vos sujets de prédilection, la prévention cardiovasculaire et la santé des femmes. Parce que aussi, pour pouvoir bien travailler et être présente, il faut être en forme. Véronique Anatole-Touzé, vous êtes directrice générale du CHU de Rennes, très reconnue dans la santé en France et une des rares femmes, et j'avoue que je peux dire qu'on en est tous très très fiers, à la direction de CHU. Florence, alors là, le vous, ça m'est pas possible. Tu es présidente de Medtronic France. Tu m'as succédé il y a maintenant presque 18 mois à la tête de Medtronic et tu es, toi, l'une des rares femmes à la tête d'un groupe de tech, on pourrait dire. Et Olivier Nataf, donc président d'AstraZeneca, il est aussi président du LIT, il est aussi président par intérim du LEM, et là, un homme bien occupé et qui pourtant est avec nous ce jour. Son assistante m'a dit tout à l'heure qu'il avait dû rayer de grands pans dans l'agenda.
Donc on a vraiment une table ronde qui représente extrêmement bien ce monde de la santé, qui est un monde complexe. L'ensemble de nos citoyens est extrêmement intéressé par ce sujet, mais souvent très difficile de comprendre parce que pas très simple à expliquer. Alors, au lendemain d'une pandémie mondiale inédite, les femmes, majoritairement en première ligne, ont été au cœur des dispositifs pour faire face à ces crises majeures. On avait des banderoles aux fenêtres, on les remerciait tous les jours. Et pourtant, elles étaient très peu nombreuses à prendre la parole en tant qu'expertes, par exemple, sur les plateaux de télévision. Et ça, je suis sûre que vous l'avez remarqué. Alors, c'est assez logique. Véronique Anatole-Touzé, les femmes étaient peu présentes en tant qu'expertes. Alors pourquoi, vous qui connaissez bien ce domaine ? Oui, effectivement, les femmes étaient peu présentes parce que d'abord, elles étaient auprès des malades, dans les services, notamment les infirmières, les aides-soignants, mais aussi les médecins, la majorité des médecins. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'infectiologues ou de médecins de santé publique hommes intervenir sur les plateaux de télévision, quelques rares femmes. Mais cela s'explique d'abord parce que, y compris dans les CHU, qui sont vraiment les établissements hospitaliers où on a des possibilités de carrière, y compris hospitalières universitaires, très importantes, les femmes sont rares à des postes de responsabilité et donc, à ce titre, sont peu sollicitées par les médias. Je me réjouis d'ailleurs qu'il y en ait une aujourd'hui. Il faut qu'elles osent prendre des responsabilités à l'hôpital, notamment les médecins, qu'elles osent aussi les carrières hospitalo-universitaires, qu'elles arrêtent de s'auto-censurer, sachant que, et c'est aussi sans doute la limite à ce que je viens de dire, c'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, mais c'est un métier tout à fait passionnant et dont on a évidemment extrêmement besoin, en particulier en ces temps de crise, mais encore plus dans les 10 années qui viennent. Donc, dommage, effectivement, qu'elles ne soient pas plus souvent présentes. Et je vous remercie beaucoup de nous donner l'occasion de parler des femmes dans la santé. Je crois que c'est une très, très belle idée. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir organisé cette table ronde. Et merci à la tribune aussi de nous permettre de parler des femmes dans la santé, parce qu'on n'en parle pas assez aussi. Merci. Et on reviendra dessus parce qu'en effet, les carrières, ce n'est pas forcément des carrières d'infirmières et on peut avoir des carrières de médecins, des carrières de professeurs. Il faut qu'on en ait plus. Olivier Nataf, vous êtes dans un environnement très féminin parce que l'industrie de la pharma, c'est extrêmement féminin. Est-ce vrai à tous les étages ? C'est ça la bonne question, effectivement, parce qu'il faut avoir le bon niveau d'exigence. Le bon niveau d'exigence, c'est pas que les femmes fassent de la figuration et qu'il y ait une quantité ou un nombre de femmes important, majoritaire ou égal. L'important, c'est la part de voix. L'important, c'est le niveau de responsabilité. L'important, c'est le pouvoir de décision, parce que c'est de là que vient la diversité, c'est-à-dire le partage des idées, mais aussi la prise de décision, passer à l'action. Et donc, c'est vrai que notre secteur est riche en termes de nombre de femmes, puisque 70% dans le secteur de la pharma, 67% spécifiquement chez AstraZeneca France, 55% de nos managers sont des femmes chez AstraZeneca France, donc vous voyez par rapport à 67% des employés, et 42% des personnes de notre comité de direction sont des femmes. Donc il y a encore du chemin à faire. Il y a de la mixité et encore une fois, je ne pense pas que les chiffres soient les plus importants à partir du moment où il y a une représentativité qui permet justement que l'inclusion soit réelle. La diversité est innée, on est tous différents les uns des autres. L'inclusion, ça doit être une action managériale, une action de leadership, un choix politique d'entreprise et évidemment de leader. Alors, une question me brûle la langue. Est-ce que les femmes de votre comité de direction sont plutôt sur les services supports ou elles gèrent aussi les services commerciaux et marketing ? Eh bien, en fait, nous avons 4, même 5 maintenant, services commerciaux, 3 dirigés par des femmes sur 5. Et puis évidemment sur d'autres fonctions aussi, que ce soit les affaires réglementaires, la direction des affaires corporate et la direction aussi de notre département digital, transformation et innovation. Donc toute la partie un peu justement tech et numérique est dirigée par une femme chez AstraZeneca France. Très bien. Est-ce que vous avez mis des actions spécifiques pour arriver à cet objectif très rapidement ? Alors on doit mettre des actions spécifiques, il y a du volontarisme, mais encore une fois c'est un choix, donc il faut le porter, donc il faut être extrêmement volontaire. Justement, encore une fois, et j'insiste sur ce mot pour que ce ne soit pas de la figuration ou une excuse ou une case que l'on coche. Et donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écart salariaux, ça c'est un premier élément. Il faut veiller à ce que les plans de succession, justement sur des rôles de management et de direction, soient éminemment équitables.
équitable. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement au développement. Vous parliez d'autocensure. Il y a une question culturelle aussi qui vient de la société, qui vient de l'éducation, auquel l'entreprise doit pouvoir, non pas complètement pallier, mais doit pouvoir accompagner. Donc sur le développement des collaborateurs, des collaboratrices, et on a un programme par exemple qui s'appelle Women as Leader, puisque nous sommes une entreprise globale internationale, il faut aussi donner envie à nos collaboratrices d'aller faire leurs armes à l'étranger et de prendre des responsabilités internationales. Donc tout ça, ce sont des choses que nous avons mises en place. Super. Florence, toi, tu gères une société de dispositifs médicaux, à ne pas confondre avec la pharma. C'est beaucoup moins masculin. Alors, on y est à la parité ou est-ce qu'on en est? Et pourquoi? Alors, si on prend les chiffres, nous, sur la population, dans l'entreprise, donc chez Medtronic, on est à 50-50. Alors, c'est super, sauf que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et que si on commence à regarder et à descendre plus en détail dans les chiffres, nous, on a 40% de femmes dans notre comité de direction. Donc, on a déjà perdu 10%. Et quand on regarde celles qui sont sur des postes, et merci de l'avoir précisé, Olivier, qui sont des postes de décision, les postes business, les postes les plus influents, on tombe à 17%. Voilà, je m'arrête un instant sur ça. 17% chez nous. Pourtant, quand on regarde au niveau des ventes sur le terrain, elles sont là. Elles sont à 40%. Donc il y a quelque chose qui se passe, non pas sur les femmes sont-elles dans les industries de santé, mais où sont-elles? Elles y sont, mais certainement pas encore là où elles devraient l'être pour pouvoir exprimer leur potentiel et influencer positivement la performance de nos entreprises. Donc ça, c'est un élément important. Alors pourquoi? Tu le disais, nous, on est une société spécialisée dans les technologies de santé, donc on a un profil d'ingénieur. Alors, il faut aller dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'à nouveau, elles y sont. On regarde en biomédical, c'est 50-50. Sauf qu'en fait, au moment où elles doivent faire un choix, ces femmes, elles préfèrent aller à l'hôpital, ce qui est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas de raison qu'elles n'aillent pas du tout dans les sociétés de technologie. Par exemple, dans tout ce qui concerne la réparation des machines, eh bien, elles pourraient être beaucoup plus présentes. Donc, en tant que dirigeante, moi, vraiment, là où je place mon action, c'est dans la façon de poser le cadre. Voilà, poser le cadre et aller chercher les biais, interroger et poser les bonnes questions. Merci Florence. Emmanuel, on vient de parler des femmes dans l'entreprise, des femmes à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous dresser un constat de la santé de la femme en 2022, en fait? Alors, moi, je vais faire donc mon rôle de médecin et de prévention. Effectivement, les choses changent parce que, en fait, on s'est aperçu, il y a eu des enquêtes là depuis, je dirais, 4-5 ans sur la prévalence des maladies cardiovasculaires chez la femme. Et en fait, on voit que malheureusement, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les femmes. En fait, c'est très alarmant. Et puis après, on se pose la question de savoir pourquoi c'est arrivé. Eh bien, en fait, il y a plusieurs paramètres. Donc, c'est pour ça, on est dans une société en mouvement. Je pense que effectivement, c'est un marqueur de changement des femmes, du rôle des femmes dans la société. Pour quelles raisons? Donc en fait, la première chose, c'est que les femmes, leur mode de vie change. En fait, elles ont des facteurs de risque. Vous savez, les maladies cardiovasculaires, ça apparaît quand on a des facteurs de risque, et notamment quand on est stressé, quand on fume, quand on a un mode de vie où on a beaucoup de charge mentale, on fait un peu 3 jobs dans la journée, effectivement, on augmente son risque cardiovasculaire. Donc premier phénomène. Deuxième chose, c'est qu'en fait, avant, on pensait, et ça c'est les professionnels de santé et la société qui n'avait pas regardé que finalement ces maladies augmentaient chez les femmes parce qu'en fait les femmes, on se disait qu'elles étaient protégées par leurs hormones et que finalement elles avaient moins de risques de présenter un infarctus ou une maladie cardiovasculaire. En fait, c'est faux. Donc on s'est aperçu que malheureusement, les maladies cardiovasculaires font plus de décès que les cancers chez les femmes. Et donc, on est en train de mener des actions de santé publique pour inverser un peu la tendance. Il y a eu des spots publicitaires déjà pour informer le grand public. Et maintenant aussi, nous, en tant que professionnels de santé, on est beaucoup plus alertés sur les symptômes d'alerte qu'il faut rechercher. L'autre paramètre aussi, c'est qu'en fait, on a, donc encore une fois, cette société qui change. Et en fait, j'insiste
j'insiste parce que c'est un sujet très très important et dont on parle. C'est la contraception œstroprogestative. En fait, les femmes aujourd'hui prennent une contraception et il faut le savoir, la contraception œstroprogestative, ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc, s'il vous plaît, ne fumez pas quand vous en prenez. Je short juste un petit message, mais s'il vous plaît, si vous prenez 7 types de contraception œstroprogestative, ne fumez pas parce que c'est vraiment pas bon pour le cœur. Alors, vous avez parlé de symptômes et on est souvent un peu perdu. J'en discutais ce matin. Est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques pour les femmes, justement, sur ces maladies cardiovasculaires? On a entendu beaucoup de choses et c'est pas très simple de s'y retrouver. Alors, oui, il y a... encore une fois, nous, en science, je dirais, on a des marqueurs et puis après, on fait des enquêtes pour savoir si c'est ça ou si c'est pas ça. Au début, on se disait, mais peut-être que les femmes n'ont pas les mêmes symptômes que les hommes. C'est pour ça qu'on les détecte pas. En fait, il y a eu plusieurs études depuis 2019 qui ont montré qu'en fait, le premier symptôme de la maladie cardiovasculaire, c'est la douleur thoracique, c'est la douleur en premier, hein, le symptôme d'infarctus. Simplement, comme les femmes ne pensent pas qu'elles vont avoir d'infarctus et que le médecin en face ne pense pas que cette femme va faire un infarctus, eh bien en fait, il y a un retard au diagnostic et à la prise en charge et c'est pour ça qu'il y a des complications. Mais c'est quand même, dans 9 cas sur 10, c'est la douleur thoracique qui doit alerter. Les autres symptômes, au même titre que les hommes, eh bien ils existent. Hein, c'est la dyspnée, l'essoufflement, le malaise, la syncope, la fatigue extrême et brutale. Tout ça, ça doit alerter. Ce sont des symptômes cardiologiques. Merci Emmanuel. Alors justement, Olivier, vous avez mis en place un partenariat avec Femmes de Santé. Quels étaient vos objectifs et les actions significatives en fait ? Il y a eu aussi un déclencheur, Femmes de Santé, c'est un groupe justement qui est naissant et grandissant à une vitesse exponentielle justement parce que cette association, et on voit Alix et Manu qui sont juste là dans la salle, a pour but de donner aux femmes la place qu'elles méritent justement dans la santé, que ce soit d'un point de vue de l'innovation qu'elles peuvent apporter, des projets et de manière extrêmement cross-fonctionnelle, pas seulement des professionnels de santé ou des industriels, mais l'ensemble des femmes qui peuvent être impliquées dans la santé avec un grand S. Et le constat que nous avions fait avant avec mon équipe, c'était justement, alors là je suis effectivement en rôle de quota, on va dire, mais il m'est arrivé de participer à une table ronde de ce genre que je devais introduire comme vous le faites maintenant, et où je me suis retourné, où j'ai vu 7 hommes alignés en costume, et donc ça nous a un petit peu surpris. Je me suis permis de faire la remarque d'ailleurs au public, et nous nous sommes donc promis de ne plus participer à des tables rondes ou à des événements où il n'y aurait pas au minimum de la mixité. Encore une fois, je ne suis pas un fervent quantitateur de compter les personnes, mais au moins de la mixité, parce que c'est ça le garant de la diversité. Et juste après, donc, nous avons vu le travail que faisait Femmes de Santé, donc nous avons décidé de rejoindre immédiatement, parce que les 42%, les femmes qui sont dans notre comité de direction, doivent être aussi des porte-parole. Et avec Femmes de Santé, c'est ce sur quoi nous travaillons, entre autres, hein, mais un des éléments sur lesquels nous travaillons, c'est le porte-parole de nos dirigeantes sur leurs différents sujets d'expertise, puisqu'elles en ont chacune un ou plusieurs différents. Et donc, c'est cet entraînement que nous essayons de faire. Maintenant qu'elles ont ce rôle de représentation et de représentativité, à la fois chez AstraZeneca, elles doivent pouvoir être sur des plateaux autant que je le suis. Il se trouve que c'est moi ici aujourd'hui, mais sur d'autres événements, ce ne sera pas moi demain. Super, et on en profite pour dire que Femmes de Santé sont juste derrière. N'hésitez pas à les voir, ils ont plein d'idées. Là, elles sont là, voilà. Elles sont vraiment géniales. Emmanuel, justement, quand on a parlé ensemble, vous avez insisté sur la prévention. Est-ce que vous pouvez vraiment revenir sur la prévention, ce qui est nécessaire, justement, quand on est une femme? Et peut-être pas que, d'ailleurs. Ah oui, alors donc, comme je vous disais, les maladies cardiovasculaires, ça ne survient pas du jour au lendemain. En général, on a en fait un terrain et il y a, disons, 6 facteurs de risque qui sont qui amènent à développer une maladie cardiovasculaire, hein, qui sont le tabagisme, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le surpoids, la sédentarité. Et donc, il faut dépister ces éléments, surtout quand on avance un peu en âge, ces 6 facteurs de risque et les autres paramètres qui permettent de prévenir la survenue des maladies cardiovasculaires. Et c'est des actions qu'on mène aussi avec la Fondation Cœur et
recherche parce qu'il faut aider la recherche cardiovasculaire pour trouver et sensibiliser les gens pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Donc les 3 choses que je recommande, c'est vraiment de faire de l'exercice physique. Donc je sais qu'en fait en entreprise vous proposez de l'exercice physique pour les employés. Je trouve ça très bien. En fait, on s'est aperçu, nous professionnels de santé, qu'en fait à cause du Covid, il y avait beaucoup de sédentarité. Les gens en fait sont en télétravail. Moi, j'ai vu des gens qui sortaient même plus de chez eux. Du coup, j'étais assez terrorisée en tant que cardiologue. Donc, la première chose, c'est de faire de l'exercice physique. C'est 30 minutes d'exercice physique par jour. C'est du vélo, de la natation, de la marche à pied. C'est un petit peu d'exercice. En fait, c'est un cercle vertueux, j'insiste vraiment là-dessus. Il y a plein de gens qui se disent « Non, mais moi, je suis pas sportive, je vais pas y arriver. » Non. En fait, on commence, c'est petit à petit, on se motive sur des petites durées, puis après, on en fait de plus en plus. Et ce qui compte, c'est la régularité. Et le week-end, même si on a des enfants ou qu'on a d'autres choses à faire, on sort avec ses enfants. Moi, je vois maintenant au jardin, j'ai une maman que j'aime beaucoup qui fait du foot avec son fils. Je trouve ça chouette. Donc on sort avec ses enfants, on fait de l'exercice. Et justement, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les mamans, puis pour les papas aussi évidemment. La deuxième chose que je dirais, c'est de limiter tous les produits les plats préparés. Donc c'est de cuisiner. Alors je sais, on a des emplois du temps très chargés. Moi la première, mais en fait essayer de faire des courses et de préparer à manger, parce qu'en fait les plats préparés sont bourrés d'additifs, de choses qui sont pas très bonnes pour la santé et sont surtout très salés et très sucrés, ce qui n'est pas bon pour le cœur. Donc cuisiner. Tout simplement cuisiner des choses frais. Et la troisième chose qui me tient un peu à cœur, c'est lutter contre le stress. En fait, le stress, c'est un truc dont on parle pas beaucoup, qui est pas très mesurable. Il n'y a pas de biomarqueur qui peut en fait chiffrer ce stress. Moi, je pense que je sais que c'est un facteur de risque. Et en fait, j'amène toutes les personnes à faire des exercices de relaxation, en fait, notamment par exemple, je parle dans mon livre de cohérence cardiaque, de faire des exercices tout simplement de respiration plusieurs fois par jour, tout simplement parce que ça détend le système nerveux parasympathique, ça permet en fait de prendre un peu de distance par rapport à ses émotions et notamment à ce stress. Et c'est très important de faire ça. Si j'ai 3 messages et 3 messages de prévention et en même temps dépister les facteurs de risque, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Emmanuelle. Florence, je sais que vous travaillez beaucoup chez Medtronic sur l'aspect physique, sur l'aspect mental, mais est-ce que tu peux revenir sur les actions justement qui permettent, d'augmenter le pourcentage de femmes sur des postes de manager et sur des postes de vice-président, donc au top management? Alors moi, j'ai eu la chance de prendre une filiale après toi. Donc on avait déjà chez Medtronic beaucoup de choses qui étaient initiées. Les lignes commençaient à bouger. Cette année, on s'est fixé comme objectif de faire bouger les chiffres, d'accord ? Pas juste les lignes, voilà. Et c'est pas facile. Et je vous regarde, Olivier, et je sais que chez AstraZeneca, vous êtes à 100% d'égalité professionnelle sur l'index. Et j'ai tout de suite appelé votre DRH pour savoir ce qu'ils avaient fait. Voilà, c'est la ligne, on est derrière, on va y arriver nous aussi. On va y arriver, mais comme on l'a vu dans l'introduction, sur les technologies de santé, c'est plus dur parce qu'on part d'une base différente. Voilà. Donc, on a pris comme décision d'avoir un comité de direction 100% dédié à la culture et aux people. Voilà. Et le premier objectif de ce comité de direction, c'est l'égalité homme-femme, la diversité. C'est son premier objectif, de faire bouger les chiffres. Et quand on regarde ce qu'on fait, on fait la liste d'un certain nombre d'actions. Et ensuite, on regarde nos KPI de sortie, c'est-à-dire le résultat. Alors, la première chose qu'on fait, c'est sur les recrutements. D'accord ? Donc déjà, sur les recrutements, on s'assure d'avoir dans nos shortlists suffisamment de femmes. Et si possible, l'égalité parfaite. Voilà, autant d'hommes que de femmes sur nos shortlists, parce que c'est par là que ça passe. Et puis, on ne s'arrête pas. En interne et en externe, sur le commentaire, il n'y en a pas, elles veulent pas, on n'arrive pas à les trouver. Je suis un peu provocante, mais c'est quand même ce qu'on entend tous les jours. Très peu. Voilà, mais j'entends ça tous les jours, moi. Voilà, et pas que chez Medtronic. Et donc, on se dit, il y a des biais. Voilà. Moi-même, il y a 30 ans, j'étais pas la même. Voilà. Quand je suis passée sur un poste de direction, sur ma carte de visite, j'ai écrit directeur. D'accord ? Bon, c'est vous dire d'où je pars.
Voilà. Moi, j'ai une chance, c'est que ma femme est très féministe et elle m'a dit, Florence, tu peux pas mettre directeur. Voilà. Mais je lui dis, mais Valérie, si je mets directrice, ça va faire directrice d'école, sans que ce soit péjoratif. Et elle m'a dit, mais si tu ne le fais pas toi, d'accord, ça restera toujours dans la tête. Donc j'ai eu la fierté de mettre directrice commerciale. Voilà. C'était pas très compliqué chez Medtronic parce que tu étais déjà présidente, donc j'ai pris la suite en tant que présidente. Mais ça passe par nous. Ça passe par chaque femme qui travaille sur elle-même pour lever ses propres biais. Ça passe par chaque homme qui, au lieu de nous demander comment ils peuvent nous aider, travaillent sur eux-mêmes, sur leurs biais. Et ça passe par le fait de travailler ensemble ensuite. Donc chacun travaille sur soi et on travaille ensemble. La troisième chose, avant de terminer, qu'on a faite en termes d'équité, vous l'avez dit tout à l'heure, ça doit être quelque chose de proactif. On doit y mettre une énergie, une attention. Et donc on a un programme, chez nous ça s'appelle Women's Up, où on essaie de faire progresser les femmes au long de l'organisation. Super aligné avec Women Future. Hein. Exactement, où en fait on leur apprend, on leur donne plus. Parce que c'est ça l'équité, c'est pas pareil que l'égalité. L'équité, c'est qu'on a un enjeu d'égalité et on va se mettre à donner plus à ceux et celles, quelle que soit leur diversité, qui ont besoin de plus. Voilà, donc on est vraiment marqué sur l'équité. Et puis le dernier point, c'est qu'on a fait une étude, non pas dans l'absolu, mais chez Medtronic, sur les profils d'évolution au sein de l'entreprise quand on est un homme ou une femme. Alors, je vais faire le geste, mais en gros, chez Medtronic, donc c'est une académie, enfin c'est une étude académique, hein, donc c'est le Women Network, donc c'est les femmes de l'entreprise qui ont lancé ça. Elles ont regardé, à l'issue de cette étude scientifique, avec une personne issue de l'académie, les hommes montent d'un trait, d'accord ? Ils montent en I, dans notre entreprise. Les femmes, elles montent en S, ok ? Bon. Et donc, on s'est dit, SI, ça fait si. Et donc, et si, l'objectif, ce n'est pas que chez Medtronic, tout le monde monte en I, parce que c'est important les pas de côté. C'est important d'aller apprendre ailleurs. C'est important de passer par les fonctions, de revenir au business. Donc, et si on croisait ces deux lettres pour inventer non pas le parcours des femmes, le parcours des hommes, mais le parcours chez Medtronic. Et quand vous mettez un S et un I, ça fait $1. Donc, c'est la performance de l'entreprise qui gagnera. Merci Florence. Pas étonnant qu'on termine par le dollar. Alors, Véronique, quand on a préparé cet entretien, on a parlé de l'omerta, on a parlé du sexisme à l'hôpital. Je pense que c'est vraiment des sujets qui intéressent l'ensemble des personnes qui nous écoutent là. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Y a-t-il toujours un omerta à l'hôpital ? Alors oui et non, je crois que oui, parce que la culture carabine, entre guillemets, qui est parfois entretenue, y compris dans les salles d'internat, hein, y compris par certaines femmes aussi parfois, d'ailleurs, il faut le dire, parce que j'ai eu des débats moi, sur la suppression de fresques sexistes qui ont profondément, à titre d'exemple, divisé la communauté médicale, certaines femmes défendant aussi le maintien de ces fresques dans les internats, c'est un exemple parmi d'autres. Mais la culture, là la culture des carabins, la culture carabine, c'est-à-dire le fait que, et je crois que ça vient aussi profondément du rapport au corps en médecine, c'est-à-dire qu'on est, on est confronté à la souffrance au corps, à la nudité des corps, à la souffrance des personnes et aussi à ce contact permanent, y compris dans les vestiaires, etc. Enfin, on passe la nuit à l'hôpital, les week-ends, donc tout ça crée un rapport au corps qui est particulier et qui finalement désinhibe aussi certains comportements. Et c'est historique, c'est culturel à l'hôpital. Enfin, je ne sais pas si le médecin dans la salle est d'accord avec moi sur cette analyse, mais des choses changent. Et heureusement, les choses changent. Mais le deuxième facteur qui fait qu'il y a encore une omerta, c'est aussi le fait que la plupart des personnes en situation de la société sont des hommes, comme je le disais tout à l'heure, à la fois au niveau des services de soins, à la fois au niveau des chefs d'établissement, des responsables hospitaliers, même si les choses changent. J'en suis un exemple. Aujourd'hui, il y a un tiers quand même de femmes directrices générales de CHU parmi 32. Bon, à l'époque, pas suffisant. Voilà, j'étais une des rares lorsque j'ai été nommée. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une doyenne, il n'y a que très peu de présidents de commission médicale femmes, donc même si les choses évoluent très lentement, il y a aussi très peu d'hospitalo-universitaires femmes, c'est-à-dire que ceux qui embrassent les carrières hospitalo-universitaires les plus importantes, les plus hautes dans la fonction publique hospitalière et à l'hôpital et dans les CHU sont essentiellement des hommes, alors que parmi les femmes en formation,
en médecine, ce sont majoritairement des femmes. Donc ce plafond de verre, il existe encore et il faut absolument travailler sur les facteurs pour faire évoluer cette part des femmes dans la santé et dans les hôpitaux, y compris dans les CHU, au niveau des responsabilités les plus importantes. Et nous y travaillons, nous, au CHU de Rennes. Enfin, j'y reviendrai sans doute dans les mesures que nous avons prises pour accompagner, comme vous l'avez fait dans les entreprises, la promotion des femmes. Mais effectivement, certains agissements sexistes continuent à exister, certains comportements, mais comme dans la société entière, mais peut-être aussi à l'hôpital du fait de cette culture et ce rapport particulier au corps, et puis parfois un certain machisme, il faut quand même le dire, d'un certain nombre de médecins, dans certains comportements. Et effectivement, moi j'ai été confrontée dans toute ma carrière hospitalière à des situations de propos sexistes, d'agissements sexistes, y compris à mon égard d'ailleurs par certains de mes collègues, et je l'ai constaté aussi vis-à-vis des personnels soignants. Mais les choses changent, et c'est ça qui est très positif. Et il faut d'ailleurs que les responsables, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, et je crois que c'est un combat qui doit être autant partagé par les hommes que par les femmes, je me réjouis que les hommes se saisissent de ce problème. Il faut vraiment que ce soit un problème de société qui soit pris en main, y compris dans les hôpitaux, évidemment. Heureusement, les choses changent parce que les jeunes générations ont des attentes très très fortes par rapport à ces enjeux-là, parce que maintenant, les femmes osent signaler aussi ces faits, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que la problématique souvent, c'est que ces agissements sexistes se font dans le cadre d'un rapport d'autorité. Ça peut être un jeune interne par rapport à un praticien senior, dont sa validation de stage dépend de la manière dont elle va être évaluée. Donc, il y a encore ces comportements-là, même si les choses, encore une fois, évoluent. Et nous devons lutter pour faire en sorte que ces signalements existent, qu'ils soient réprimandés, qu'ils soient sanctionnés. C'est ce que nous faisons lorsqu'ils arrivent à notre connaissance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et nous devons aussi favoriser cette sensibilisation et cette culture aussi, à la fois du signalement de ces agissements et de l'arrêt de ces agissements, pour pouvoir permettre d'éviter qu'ils se reproduisent et qu'ils continuent. Et encore une fois, les signes sont très positifs, puisque les jeunes générations, y compris les seniors, d'ailleurs aujourd'hui dans mon CHU, la communauté médicale, à titre d'exemple, a soutenu de manière unanime le vote d'une charte égalité hommes-femmes pour favoriser la promotion des femmes, pour lutter contre les agissements sexistes, et accompagne aussi des procédures de sanctions, si nécessaire, lorsqu'il y a des comportements déviants qui peuvent aller. Moi, j'ai même été confrontée à un viol, enfin à des situations vraiment graves, mais comme ça peut se passer dans d'autres entreprises. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'il y ait une politique volontariste qui soit menée au sein de l'ensemble des établissements et qui soit partagée par les hommes et par les femmes. Je crois qu'en effet, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est qu'il faut une politique extrêmement volontariste, peu importe d'ailleurs dans la situation dans laquelle on se retrouve. Emmanuel, vous, en tant que médecin, ce plafond de verre, comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous? Alors effectivement, il existe en santé comme il existe ailleurs. Nous, donc, on a finalement les carrières médicales sont un peu toutes les mêmes. Moi, il y a donc ces carrières qui sont médicales et dans le soin, dans le fait d'être un personnel soignant, et puis il y a ces carrières universitaires. Donc quand on parle de carrière, on parle finalement de passer d'un stade de médecin clinicien à un médecin hospitalo-universitaire. Les chiffres, j'en cite un. Il y a à l'hôpital un personnel sur 2 médecins est un homme, une femme, enfin 50-50, et il y a une femme sur 5 qui est universitaire. Donc effectivement, il y a un problème. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que les postes, je pense que c'était un peu comme dans l'industrie, c'est un petit peu en train de changer, mais il y a tous les postes à responsabilité et universitaires étaient vraiment dédiés aux hommes. Et donc les hommes cherchent, en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, finalement des jeunes hommes qui vont reprendre un petit peu les choses un peu de la même façon qu'ils ont fait. Il faut aussi insister sur le fait que ces carrières hospitalo-universitaires telles qu'elles sont designées aujourd'hui, c'est en fait un parcours du combattant. C'est dur, c'est pas dur que pour les femmes, c'est très dur pour les hommes aussi. Je pense que là, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est très difficile. Donc, on n'a pas assez de temps là, par contre. Ouais. Et non, mais juste pour dire qu'il y a pas, c'est difficile. Moi, j'ai eu en tant que jeune femme effectivement des mauvaises réflexions. Je pense qu'en fait, il y a une chose qui est importante. Il y a eu 2 choses qui ont été décisives dans ma vie. C'est la première chose, d'arrêter d'être sensible.
d'arrêter de prendre tout en face. Enfin, je pense qu'il y a une sensibilité féminine, on pourra en parler peut-être après, qui est un peu forte. Moi, je vois des gens, vous disiez, oui, faut peut-être qu'on arrête de se battre tout le temps. Ben, en fait, moi, je vois des hommes qui se battent tout le temps. Et en fait, moi, je me dis en tant que femme, mais il faudrait que je sois plus combative. Vous parliez du système du S, parce que des fois, les femmes, on n'a pas très envie de se battre, alors que l'homme, en fait, il va y aller. Voilà, c'est culturel, c'est génétique, j'en sais rien, il y a plein de facteurs, mais en fait, il va y aller en direct. Alors que nous, on n'a pas trop envie de se confronter, et puis donc du coup, on passe par-ci, par-là, puis c'est pas grave, il y a d'autres choses à côté, et puis tant pis, voilà. Et donc c'est vrai que ça fait des carrières comme ça. Donc je dirais ne pas écouter les petites phrases, finalement avoir une voilà, ne pas être trop sensible et puis se battre pour accéder. Et puis l'autre paramètre que je trouve important, c'est d'être très soutenu dans son. Alors après, c'est une histoire de couple, mais moi, je suis extrêmement soutenue pour mon compagnon. Et en fait, mon compagnon, il me dit tout le temps, c'est une bonne idée, vas-y. Et en fait, j'aurais envie de dire, mais mesdames, je sais pas s'il faut choisir son compagnon parce qu'on le choisit un peu, puis il n'y a pas que ça, mais ou sa compagne ou son compagnon, mais en fait, il y a un truc dans le couple, il ne faut pas qu'il y ait de censure dans le couple. Si la femme, elle a envie de faire quelque chose, elle le fait de la même façon que l'homme. C'est pas voilà, je vois encore trop de femmes qui rentrent chez elles enfin, je sais que les hommes le font aussi, mais trop de femmes rentrent chez elles et s'autocensurent, vont pas aller au dîner de la boîte ou nous, on fait des dîners, puis en fait, on invite, elles viennent parler au congrès, et puis après, on les invite, et puis elles sont pas là au repas parce qu'elles sont rentrées. Non. En fait, il y a un truc là-dessus. Je pense que ça se passe dans le couple, ça se passe aussi dans les choses que vous faites, dans les formations. Leur dire, mais venez aux formations, on vous extrait de votre milieu, de vos milieux personnels, et puis vous allez voir après. Voilà. Puis aussi le mentorat, d'y avoir des femmes modèles en fait qui peuvent un peu inspirer d'autres femmes comme vous êtes, mesdames. Merci beaucoup. En effet, mesdames, osez, vous l'avez compris, hein, et être bien accompagnées. C'est un message que j'aime bien, que je dis souvent, en effet, et c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Florence, quand on a préparé l'entretien, tu m'as dit attention, ne pas oublier l'intersectionnalité. L'intersectionnalité. C'est ma dyslexie, ça. Alors, merci, tu peux nous en dire un peu plus? Merci, Laurence. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que je suis profondément convaincue qu'il faut élargir le champ de nos réflexions pour intégrer un certain nombre de diversités qui vont nous faire grandir, nous faire progresser. C'est ce que vous dites finalement, se faire progresser les uns les autres. Et dans ces diversités, évidemment, il y a les diversités de classe, les diversités de genre, les diversités de race. Et trop souvent, on nous met les uns contre les autres. Voilà. Quand on fait beaucoup de choses pour l'égalité homme-femme, on nous dit « ouais, mais tu sais quand même, il y a le reste ». Mais c'est vrai qu'il y a le reste à faire bouger aussi. Mais ça ne doit pas être contre l'évolution des femmes, ça doit être avec. Donc cette notion d'intersectionnalité, c'est de mêler quelque part ces luttes, ces combats, pour avancer de façon coordonnée. Et si je reprends une chose qui a été dite par vous deux, mesdames, sur le sexisme intégré. Voilà, il y a trop de sexisme intégré. Nous, les femmes, on intègre le sexisme. On se dit, oh, c'est pas grave, c'est une petite blague salace. Bon, non, c'est pas une blague salace, ça s'apparente concrètement à du harcèlement sexuel, parce que quand on est dans le monde du travail, la sexualité n'a pas sa place. Voilà. Et c'est la loi, c'est pour moi qui le dis, c'est la loi. Et merci de ce que vous faites dans le monde de l'hôpital, parce que nous aussi, on intervient dans ce monde, et plus on progresse ensemble, plus on progressera vite. Voilà. Donc c'est et peut-être une dernière phrase rapide, sur cette alors, notion d'intersectionnalité. Moi, j'étais à une table ronde il n'y a pas très longtemps, et il y a une femme qui m'a fait progresser. Il y en a plein, mais celle-là m'a fait particulièrement progresser sur la notion de différence. Voilà, moi, j'essaie de faire en sorte que ma différence fasse la différence. Mais elle a dit, je suis différent de toi. Ne dis pas je suis différent de toi, mais dis je suis différent comme toi. Nous sommes toutes et tous différents. C'est la nature humaine. Même les jumeaux, c'est pas pareil. Donc, nous sommes toutes et toutes différents. Je suis différente comme toi, pas de toi. Merci Florence. Olivier, vous m'avez dit qu'il ne faut pas faire l'alpha et l'oméga, mais travailler sur la diversité. Et tu m'as parlé des awards. Tu peux nous dire en quelques mots rapides pour qu'on ait le temps de faire une conclusion justement je vais essayer d'aller vite sur les awards. Oui, voilà. En fait, c'est les People Awards, comme on les a appelés. On a des récompenses qui sont relativement quantitatives sur la performance commerciale. C'est quelque chose d'assez classique. Et on a l'habitude, dans nos milieux, de reconnaître des individus
pour leurs performances quantitatives chaque année. C'est la dernière année où on a fait ça, puisqu'il fallait d'abord l'annoncer aux employés avant de le faire de manière trop brute. Donc on l'a annoncé, donc on l'a fait cette année pour la dernière fois en quantitatif. Mais en même temps, on a mis en place ce qui sera maintenant la norme, qui est donc le People Awards, qui est une récompense annuelle collective. Donc il n'y a que des projets collectifs et en particulier de personnes qui ont un poste sur le terrain et de personnes qui ont un poste au siège, donc qui travaillent ensemble dans différentes fonctions. Et c'est ça qui est récompensé dans 9 catégories chaque année, avec un jury qui sera évidemment changé chaque année. Et donc il n'y a plus de reconnaissance annuelle de la performance commerciale individuelle. Premièrement parce qu'il n'y a pas que des équipes commerciales. Deuxièmement parce qu'il n'y a pas que des équipes terrain. Troisièmement parce que par exemple des assistantes de direction ont eu un award cette année parce que elles en particulier, il se trouve que c'était des femmes, avaient fait quelque chose et qu'elles avaient soumis et qu'elles avaient osé soumettre. C'est la première fois, elles nous le disaient, qu'elles ont pris le micro devant l'ensemble de l'entreprise pour remercier d'avoir reçu une récompense annuelle parmi 9. Donc ça, ce collectif, et du coup, quand on a un collectif, on est forcément inclusif et forcément ça inclut des femmes. C'est quelque chose qui, du coup, on se pose même plus la question de savoir si c'est une question homme-femme, c'est juste de l'inclusion. Merci. Vous, Véronique, justement, les actions clés au sein du CHU, on a toujours l'impression que ça ne bouge pas assez. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors nous, au CHU de Rennes, effectivement, on a pris à bras-le-corps ce problème depuis avant l'affaire MeToo déjà, parce que c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Et la communauté médicale, d'ailleurs, a suivi à l'unanimité cette démarche. Donc ça prouve vraiment que les choses changent au niveau des mentalités. Et avant même MeToo, encore une fois. Donc on a d'abord fait en sorte d'instaurer une parité dans nos instances de décision, c'est-à-dire le directoire, les conseils d'administration, les différentes instances de décision, les différentes commissions qui travaillent sur toute une série de sujets internes au fonctionnement du CHU. À la commission médicale d'établissement, où il y a une élection, en revanche, malgré tous les efforts de son président, nous ne sommes pas arrivés à la parité, mais on approche, on progresse d'élection en élection, on progresse en pourcentage de femmes qui sont représentées dans cette commission qui traite toutes les problématiques de politique médicale du CHU. On a aussi mené toute une politique d'information, de sensibilisation de tous les acteurs, et notamment des responsables de services, pour faire en sorte à la fois que soient signalés les agissements sexistes, que soit prise en compte cette politique de promotion dans les carrières. Et donc avec le doyen de la faculté de médecine, avec le président de la commission médicale, on veille aussi à favoriser l'accession des femmes à des postes de responsabilité, à inciter aussi des femmes à embrasser la carrière hospitalière universitaire, même si c'est compliqué. Là, il faut les accompagner, donc créer les conditions, l'environnement, la qualité de vie au travail qui fait qu'elles puissent, malgré bien que le fait que ce soit un parcours du combattant, engager cette carrière à l'égal des hommes, favoriser aussi la nomination de femmes à des postes de responsabilité. Donc c'était encore très insuffisant puisqu'on n'a que le quart de nos médecins qui sont des femmes chefs de service au CHU de Rennes. Mais on progresse, on progresse. Et notamment les jeunes générations, on les incite beaucoup aussi à prendre des responsabilités. Et ça veut dire aussi créer un environnement de travail, ça c'est l'autre action qui est très importante, pour faire en sorte que les femmes puissent concilier, particulièrement à l'hôpital où on a du travail de nuit, du travail de week-end, une charge de travail. Alors, Véronique, comme on arrive vraiment à la fin, l'action la plus importante pour vous ? C'est l'adoption de cette charte égalité homme-femme parce que ça a été un moment fort de sensibilisation de l'ensemble de la communauté à l'enjeu de l'égalité homme-femme. Merci. Je propose qu'on termine sur cette très belle proposition. Et comme vous l'avez vu, que ce soit pour la santé, la parité, la diversité, on est capable de travailler tous ensemble, public et privé, pour trouver les solutions. Et ça, je terminerai sur ce message d'espoir. Merci à vous toutes et tous.